Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, direction avec Ryan en Mountain West pour parler de San Diego State et Fresno State, deux équipes de Californie qui ont fait de l'ombre à UCLA et USC l'an dernier. Comment ça va, Ryan? Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. Salut tout le monde, salut à tous. Ça faisait longtemps que j'avais pu enregistrer de preview, donc déjà c'est un bonheur d'être de retour. Et ouais, direction la Californie, Gus. Ça va être toi mon chauffeur pour cette expédition. En parlant de chauffeur, bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a un petit compte à aller suivre avec San Diego State. C'est Aztecs France qui est tenu par Emilien et Diego, deux de nos amis qui sont fans des Chargers d'ailleurs. Ceci explique cela, c'est pourquoi ils sont fans de San Diego State. Mais on va arrêter de parler, Ryan, et on va se concentrer sur les Aztecs qui perdent quand même quelques joueurs, mais qui reviennent avec un groupe, allez, j'ai envie de dire expérimenté, mais au moins talentueux. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah déjà on va parler un petit peu de leur saison dernière aux Aztecs. Déjà, jolie saison, hein, Gus. Je pense que tu seras d'accord avec moi puisque ils enregistrent quand même une saison à 12 victoires pour 2 défaites, avec notamment 7 victoires et une défaite donc en Mountain West. Ils finissent malheureusement par perdre en finale de Mountain West 46-13 contre Utah State. Mais le truc, c'est qu'il y avait quand même des petites circonstances atténuantes, étant donné qu'il y avait pas moins de 20 joueurs absents à cause de Covid. Mais finalement, ils se reprennent bien en fin de saison au Frisco Bowl puisqu'ils battent donc les Roadrunners de UTSA 38-24. À côté de ça, bah, ce qui est bien, c'est qu'on reste un petit peu dans la continuité, hein. Pas de mouvement dans le coaching staff de Brady Hoke, donc qui revient pour sa troisième saison à la tête des Aztecs à 64 ans. Euh, et euh, comment ne pas parler justement de l'intersaison des Aztecs, Gus? Parce que bah déjà, on est un petit peu obligé de le citer. Il y a l'arrivée de Braxton Burmeister, qui est un ancien d'Oregon, un ancien Duck d'Oregon et aussi un ancien de Virginia Tech. Il arrive, je pense qu'on peut le dire très certainement en tant que titulaire. C'est peut-être pas le QB le plus précis du pays, mais par contre, son expérience en Power 5 et son athlétisme, ça fera beaucoup de bien, je pense, à cette attaque de San Diego State, qui devra un petit peu se reconstruire en 2022. On a quand même vu quelques noms partir à la draft cette intersaison. Moi, concernant juste Burmeister, j'ai eu l'occasion un petit peu de le voir jouer puisqu'on a affronté Virginia Tech cette année. C'est exactement la description qu'il faut en faire en fait. Tu sens qu'il est brut en fait. Tu sens qu'il a du talent. Il est capable d'allonger les jeux, d'aller chercher les premières tentatives, mais il a un manque de précision. Parfois, tu te demandes s'il fait pas exprès. Et c'est un quarterback qui peut être très très frustrant. Il peut faire autant de conneries que de beaucoup, quoi. Donc, faut que Brady Hoke arrive à le canaliser, sinon ça va être compliqué. C'est clair, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que s'il réussit à le canaliser, on est vraiment sur un espèce de petit facteur X qui peut en faire un très très bon quarterback de college football, Burmeister. Mais voilà, c'est comme tu as dit, il est très brut. Je suis d'accord, complètement d'accord. Du coup, ensuite, très important, Gus, toi qui aimes bien un petit peu tout ce qui est historique et tout dans le college football, c'est important de le signaler, mais les Aztecs, après 2 saisons passées dans un stade qui n'était pas le leur, bah, ils vont enfin baptiser leur nouvelle pyramide de 330 millions de dollars, le magnifique et flambant neuf Snapdragon Stadium. Ils vont le baptiser donc le 3 septembre contre Arizona, qui, si je dis pas leur bêtise, sera leur opening game. Euh, je sais pas pour toi, Gus, moi je suis parti voir quelques petites photos un petit peu du projet, ça a de la gueule, hein. Ouais, et surtout qu'ils en avaient besoin parce que c'est quand même quelque chose, bon, hormis pour les programmes comme Pitt ou USC à une époque qui partageait Linesfield et le Coliseum, partager ton stade en CFB avec une équipe de soccer, c'était quelque chose de singulier, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Ça a enlevé un petit peu j'ai envie de dire, de tradition et d'unicité
d'ambition et de charme même. de charme à ton programme. Maintenant, il va falloir le remplir, ce stade. On sait que San Diego State, comme toutes les équipes de Californie, a un petit peu du mal à le remplir. Je pense notamment à Matt Araiza, le punter qui est maintenant parti, qui a dit là, je crois aujourd'hui, on enregistre le 29 juillet, qu'il y avait plus de supporters pour les entraînements des Bills, c'est ça, je crois, il est aux Bills, que pour les matchs à la maison à San Diego State. Donc voilà, c'est aussi il y a aussi un combat à mener sur ce front-là. Ah, et c'est dommage. C'est dommage qu'on voit un petit peu tout l'espèce de remise à neuf qu'on voit sur certains programmes justement en Californie et dont San Diego State. Hein. On a vu des nouveaux uniformes, un petit peu de retour aux sources aussi avec des résultats sportifs. Maintenant un nouveau stade, donc c'est vrai que ça serait bien que la mayonnaise prenne enfin en Californie parce que je pense que ça pourrait être une vraie dinguerie. On va arrêter de s'éparpiller, hein, Gus, et on va retourner un petit peu sur cet effectif donc des Aztecs. Et donc on va parler tout de suite du quarterback titulaire. Je pense que toi comme moi, on voit un petit peu Burmeister venir et prendre le poste, surtout avec l'expérience qu'il a pu acquérir en Power 5. Moi personnellement, il n'y a que lui que je vois comme vraiment titulaire. Par contre, attention au redshirt freshman Will Haskell. Il a montré des jolis flashs et je sais que chez les supporters des Aztecs, c'est déjà en train de réclamer de le voir lancer quelques ballons. Donc attention. S'il y a des petites contre-performances de Burmeister, on pourrait voir Will Haskell gratter à la porte. Je pense que c'est très probable. Parce que comme on l'a dit avant, Burmeister a quand même du mal à se canaliser. Et tu sais, il y a forcément un match dans la saison, il va te sortir 3-4 interceptions et ils vont faire rentrer Haskell en fin de match, ils vont voir qu'il fait des bonnes choses. C'est pas impossible qu'il y ait une sorte de jeu à deux, tu vois, tout au long de la saison. Des places de titulaires qui s'interchangent et tout. Ouais, tu penses qu'on pourrait voir un petit peu ce qu'on a vu cette saison avec Florida, par exemple, où on a vu Emory Jones et Anthony Richardson se renvoyer la balle. Ah oui, je pense aussi, ou même comme Michigan à l'époque avec Will Spites, euh, comment il s'appelait déjà, puisqu'il est parti après à Illinois, Brandon Peters, etc. Je pense que c'est ce qui va se passer. Après, c'est là pour le coup, c'est une prédiction, c'est pas ce qu'a dit le coach, mais C'est ça. En tout cas, on voilà, s'y dirige. s'il faut retenir un truc, c'est que nous, on voit Burmeister en titulaire, mais gardez dans un petit coin de votre tête le nom Will Haskell, parce qu'il y a des chances qu'on en reparle dans quelques temps. Dans les joueurs stars à suivre, Augustin, moi j'ai noté du coup Burmeister. Je pense qu'il va cristalliser un petit peu les attentes de l'offense des Aztecs, mais j'ai aussi noté Patrick McMorris. Ça sera vraiment deux joueurs à garder sous la loupe cette saison, de par l'importance de leur rôle dans chacune des escouades. Les deux sont seniors et chacun, je pense, aura une vraie responsabilité dans les bonnes perfs, que ce soit de l'attaque ou de la défense. Et justement, Gus, en parlant de défense, tu connais mon amour pour la défense. Comment pas parler de cette défense des Aztecs, qui sera, je pense, la force de l'équipe pour 2022. Les Aztecs étaient déjà dominants en défense la saison dernière et malgré des départs, je pense que tous les voyants sont au vert pour présenter une fois de plus une défense d'assez haut niveau. J'en parlais il y a quelques secondes déjà avec le safety, donc Patrick McMorris. C'est pas moins de 6 autres défenseurs qui seront de retour cette saison et on sait à quel point c'est important d'avoir des vétérans entre guillemets en college football. En plus de McMorris qui sort d'une saison à quand même 90 plaquages et 4 interceptions, les Aztecs ils pourront compter sur le retour de Keyshawn Banks. Le D-end il sort d'une jolie saison justement derrière Cameron Thomas et ce sera, je pense, à lui qu'incombera la lourde tâche de combler le départ de ce dernier tout simplement. Mais il sera pas seul. On a aussi John Atavai qui est un diamant brut qui demande qu'à briller. Sur la deuxième ligne, donc les linebackers, on a Caden McDonald qui sera de retour. Lui aussi, senior, il a compilé 50 plaquages l'an dernier et je pense qu'il aura une vraie chance de montrer l'étendue de son talent au centre de la défense. Au poste de cornerback, là par contre, on a un cruel manque de playmaker. Je pense que c'est peut-être ce qui va un petit peu faire défaut à San Diego State cette année. Faudra voir qui dans cette escouade sera capable de step up et j'ai envie de te dire que ça, c'est tout ce qu'on attend de voir. Petit fun fact d'ailleurs, en parlant de cette défense des Aztecs, sur le transfert portal, San Diego State a réussi à récupérer 2 gars qui seront, je pense, vraisemblablement titulaires aux côtés de leurs frères respectifs. Donc le linebacker junior de Washington, Cooper McDonald, qui est donc le frère de Caden,
Et on a un senior defensive line, donc le defensive tackle d'Hawaï, Justus Tavai, qui est un bon gros bébé comme on les aime, hein, les bons gros defensive tackle bien maffés, bien tièbes, bien samoans. Donc les deux, ils viendront renforcer cette unité qui fait déjà peur à voir. À côté, là on a parlé un petit peu de la défense. L'offense, elle n'est pas en reste. Dans la menace aérienne, on a des cibles comme le wide receiver senior Jesse Matthews, Gus, ou encore l'immense tight end junior Tyrell Shavers, qui lui, pour le coup, il marche quand même à 6 pieds de haut, 6 pieds 6. On sait que le jeu au sol de San Diego State va être plein de questions cette saison. Donc, c'est peut-être une première, mais San Diego State va tourner légèrement plus son attaque, je pense, vers les airs que vers le sol, Gus. Je sais pas ce que toi t'en penses. Si, je pense aussi. Et puis, de toute façon, bon, hormis. Enfin, là, pour le coup, c'est différent parce que on sait qu'à San Diego State, il y a une ligne offensive qui retourne moins de starters et qu'il y a quand même des inconnus au niveau du poste de running back. En général, c'est quand même une des parties de ton attaque où tu aimes t'appuyer quand tu as un quarterback qui est aussi, on va dire, polarisant comme Burstmeister et qui peut faire le chaud et le froid. Donc, moi aussi, je viens. En fait, je me dis qu'il faut que ces receveurs aillent chercher des yards après réception, puisqu'ils ne pourront pas en fait, se reposer à 100% sur le jeu en fait, intrinsèque de Burstmeister et que sur des slants ou même tu sais, des tracés beaucoup plus faciles, des tracés courts ou moyens, que ces receveurs puissent après aller gagner des yards, parce que sinon, cette attaque va avoir du mal. Ouais, je suis complètement d'accord. Et après, comme je le disais, je pense qu'on est quand même sur deux profils qui sont capables de le faire. Donc, le premier que j'ai cité, le wide receiver Jesse Matthews, il a quand même capté 9 touchdowns sur les 16 de son équipe l'an dernier. Quant au deuxième, donc le tight end de 6-6, Tyrell Shavers, on parle d'un tight end qui débarque quand même de Mississippi State, qui avant ça avait été et donc passé par Bama. Donc, ça veut dire quand même que à un moment dans sa vie, il intéressait Nick Saban. Je pense que cette expérience de la SEC, ça pourrait bien faire la différence au Mountain West. Et il faudra au moins ça pour faire oublier le départ donc, de Daniel Bellinger, qui lui est parti en NFL cette année. Maintenant, dans cet effectif des Aztecs, il y a des forces, il y a aussi des faiblesses. On a parlé il y a quelques secondes. Le jeu au sol dans sa globalité, cette année, on attend de voir et je pense qu'on pourra peut-être pas compter dessus autant que les années précédentes. On a le retour que de 2 O-line seulement sur 5. Il y a une petite inconnue autour des running backs, donc je pense que Brady Hawk, il aura très fort à faire. Ce sera la deuxième fois en une douzaine de saisons que l'attaque des Aztecs ne verra pas revenir pour une deuxième saison consécutive un coureur qui était à plus de milliards de sol. Quand on connaît l'importance, C'est des stats de malade, hein. bah ouais, quand on connaît justement l'importance accordée au jeu au sol pour San Diego State, justement, je pense que Gus, il sera bon de voir comment s'organisera un petit peu cette running back room parce on a un petit peu de tout dedans. On a déjà des super seniors, donc Chance Bell et Jordan Bird. On parle ici de deux running backs qui, en carrière, n'ont jamais dépassé les 400 yards par saison. Donc, déjà, ça, c'est un gros point d'interrogation. Si aucun de ces deux-là, il réussit à convaincre, bah, ça sera peut-être au transfert de USC, le junior Kenan Christon, de tirer son épingle du jeu. Mais finalement, lui aussi, il n'a jamais dépassé les 400 yards dans sa carrière. Donc, je t'avoue que là, moi, je me pose et je me dis, au final, comment tu fais ton choix là-dedans, tu vois? Surtout avec le retour de O-line seulement. Donc, Je sais pas, enfin, je me pose aussi la question. Après, moi, j'avoue, là, c'est la stat que tu viens de me donner qui m'interpelle vraiment parce que il doit pas y en avoir beaucoup des programmes qui, sur 10 ans, retournent en fait chaque année un coureur de plus de milliards. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, milliards à aller chercher, c'est quand même un peu, j'allais dire une prouesse, non, mais ils sont pas beaucoup non, mais à c'est dépasser barre ce seuil. symbolique, quoi. C'est une barre symbolique qui est hyper importante et qui au final est substantielle parce qu'elle veut dire quelque chose, quoi. Quand tu as un running back à plus de milliards, c'est que tu as un mec qui est vraiment établi. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont pas habitués à. C'est pas, c'est-à-dire que c'est une des premières fois en fait, où ils abordent l'intersaison avec ce joueur qui manque. Toi, j'ai quand même du mal à être optimiste sur cette attaque Ouais, ça va. Bah, c'est pour ça. C'est quand pour tu me ça que dis je disais ça. que ça va être une vraie question et c'est pour ça que pour moi, j'ai mis ça dans les faiblesses des Aztecs cette saison, quoi. On va Ouais. devoir encore une fois s'appuyer sur cette grosse défense en espérant qu'elle fasse au moins aussi bien que la saison dernière. Du coup, Gus,
On peut passer au calendrier si tu veux des Aztecs. Ouais. Je propose de passer sur ce calendrier. Donc, effectivement, le 3 septembre, donc, San Diego State accueillera donc Arizona dans sa nouvelle maison. Non, ça peut être sympa, ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, on n'a pas regardé les horaires, mais si c'est un match tu sais, à 3h ou 4h du matin, ça vaut vraiment le coup, je pense. Parce que tous les gros matchs de fin d'après-midi en France, de début de soirée et de fin de soirée seront terminés. Faudrait peut-être jeter un coup d'œil sur ce match, ouais. C'est clair, c'est clair. Donc, ils vont recevoir Arizona. Ensuite, ils reçoivent Memphis, les Tigers. Ils se déplacent chez tes favoris, Gus, à Utah. Ensuite, ils vont recevoir Toledo. Ils vont se déplacer à Boise State. Ils reçoivent Hawaii. Ils se déplacent à Nevada, puis se déplacent dans la deuxième équipe Fresno. Fresno, dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, ils reçoivent UNLV et San Jose State. Ils se déplacent chez les Lobos de New Mexico Mexico. avant de terminer leur saison en accueillant donc Air Force à la maison. Tu vois quoi, toi? Moi, dans le meilleur des mondes, je vois bien un 9-3. Je vois bien un 9-3. Je pense que San Diego State doit continuer sur sa bonne lancée. Je les vois bien réussir à choper une place en bowl grâce à ces 9 victoires. Et je pense que c'est un objectif qui peut être largement réalisable vu le talent qu'il y a dans cet effectif. Maintenant, les 3 vrais défis, et donc selon moi, leurs 3 défaites, ça sera Utah, Boise et Fresno. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est des défaites sûres. Ouais, c'est ça. Pour moi, les 3 vrais challenges de cette saison, ce sera là. Ouais. Si les Aztecs ils réussissent à gagner tous leurs autres matchs et ne prendre ne serait-ce qu'un seul match sur ces 3-là, je pense que leur saison elle sera incroyable et plus que réussie. Incroyable, ouais. Justement, en fait, c'est bien de dire plus que réussi, parce que San Diego State, enfin, tu vois, 9-3, il faut s'en rendre compte, c'est quand même un bilan C'est qui est quand même déjà très, 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 très très sexy. difficile à obtenir. Ah ouais. Il n'y a que quelques équipes par année qui réussissent. Alors en plus, tu vois, s'ils arrivent à récupérer un match face à Boise State, Fresno ou Utah, ce sera plus qu'une année réussie, ouais. Je ferai quand même attention au dernier match face à Air Force. Un Air Force, faut toujours se méfier avec leur défense et la triple option. Mais Ouais, non, sinon, mais je suis comme toi. Je partirais par contre plus sur un 8-4, tu vois. Je pense qu'ils en lâcheront un autre, ouais. justement parce que, comme tu l'as dit, les faiblesses en attaque me font un petit peu peur. Et Burstmeister, je suis pas le mec le plus rassuré du monde à son sujet. Et voilà, moi, je pars sur un 8-4. Ok, ouais, ça s'entend. Après, comme je te dis, le truc, c'est que effectivement, leur calendrier est pas facile, entre guillemets, hein. Il y a des matchs qui seront accrochés. Mais je pense que San Diego State, vu la saison qu'ils viennent de sortir, doivent continuer sur leur lancée et doivent viser justement ce 9-3. Pour moi, il faut qu'ils gagnent tous Certain. leurs matchs et ensuite, il y aura les 3 gros comme je t'ai dit, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bah, du coup, ça conclut un petit peu notre petite preview sur les Aztecs. On va passer à un autre morceau, Gus, et cette fois-ci, c'est toi qui vas un petit peu prendre le lead parce que c'est toi qui t'en es occupé. Tu vas nous parler de Fresno State. Fresno State, les Bulldogs. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de la saison 2021 de Fresno que personnellement j'ai adoré? Ça a été presque un crève-cœur de devoir faire la preview à ta place. J'ai à quel point t'aimais leur quarterback, mais ça on y reviendra après. Oh, je Ouais, suis dans le les, wagon, mec, je suis dans le wagon. les Bulldogs en 2021 nous sortent une très très belle saison avec 9 victoires et 3 défaites, dont un 6-2 au Mountain West, ce qui est un tout petit peu moins bien que San Diego State dans la conférence, mais avec des victoires face à UCLA, une victoire magnifique, hein, un des plus beaux matchs de l'an dernier, et une deuxième victoire face à San Diego State. Ce bilan leur permet d'aller au New Mexico Bowl face à UTEP, un match qu'ils ont remporté bien évidemment, bien que UTEP a fait une très très belle saison. Je crois qu'on n'a pas fait de preview de UTEP cette année. On n'en refera pas parce que on va dire que c'était l'an dernier une saison un peu allez, inattendue et on a du mal à en voir une similaire cette année. Mais voilà, ça méritait d'être mentionné. Ce qu'il faut regarder surtout chez les Bulldogs, c'est leur intersaison. Parce que le head coach Kalen DeBoer est parti prendre le poste de head coach à Washington. Washington, c'est quand même une grosse équipe du college football. Donc là, pour le coup, c'est une vraie promotion qui ne se refuse pas, du moins quand tu es head coach de Fresno. Il avait que 2 saisons à Fresno State et c'était évidemment celle de 2021 qui était sa meilleure. Alors vous allez me demander par qui il a été remplacé. Il a été remplacé par Jeff Tedford qui fait son retour. Je rappelle que Jeff Tedford, en fait, c'était
c'était le coach avant que Kalen DeBoer prenne la tête du programme, parce que Kalen DeBoer, c'était son offensive coordinateur. Et il avait quitté le programme en fait pour des raisons de santé. Et tout ce qui s'est passé un petit peu en fait sur cette intersaison, euh, ils ont eu du mal à trouver un coach. De Boer est parti quand même très très vite. Le département athlétique s'est dirigé sur cette tête bien connue qui vient. Je pense pas qu'il vienne pour longtemps, mais il vient filer un coup de main. Il vient, à mon sens, hein, attention, hein, c'est juste le mien. Il vient effectuer cette transition parce que Fresno State a vraiment besoin de capitaliser quand même là sur ses belles dernières années. Et ça aurait été dommage là qu'il ne trouve pas de coach ou du moins qu'il trouve un mec euh, pas connu ou qui n'est pas un gros calibre. Alors, Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'il vient vraiment en tant que pansement, tu vois. Il va assurer la continuité. Il faut savoir que vu que De Boer, avec 2 saisons à Fresno, la plupart des gars qui sont là, les seniors, super seniors et tout, qui sont là et qui avaient été commit, connaissent du coup Ted Ford. Donc il assure, comme tu disais, Gus, cette espèce de petite continuité. Et je pense que à la prochaine intersaison, on va peut-être voir d'autres coachs parce que justement, il y aura un turnover d'effectifs. Sur ça, je suis sûr que, enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, quoi. En tout cas, Ted Ford avait déjà fait ses preuves à Fresno, hein. Quand il était arrivé. Il avait hérité d'une équipe au bilan de 1 victoire et 11 défaites, c'est catastrophique. Et l'année suivante, donc en 2018, il avait remporté la Mountain West. Passer de 1-11 à 1 victoire en conférence, c'est un exploit. Très peu de coachs peuvent s'en targuer dans une carrière. Donc voilà, en 2022, il récupérera une excellente équipe, talentueuse, expérimentée. Évidemment, expérimentée, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de retours, contrairement à 2017. Donc là, on espère que il réussira toujours à assurer un très très bon bilan. En parlant de retour, et je pense que c'est celui le plus important, c'est Jack Henner. Et là, ce que tu disais en fait sur les joueurs qu'il avait recrutés, ça va prendre du sens. Vous savez, Jack Henner, bon, déjà, juste pour présenter le bonhomme, il nous a sorti une superbe saison en 2021 à 4096 yards, 33 touchdowns et 9 interceptions, avec notamment ce match face à UCLA qui faisait office de highlights. Mais suite au départ de Kalen DeBoer pour Washington, il était rentré sur le portail des transferts et il était pressenti pour aller à Washington. Washington qui était d'ailleurs sa première fac, hein, il avait fait son année freshman là-bas avant de transférer à Fresno State. Mais il est finalement resté et il se dit que, en fait, ce qu'il a fait rester, c'est le fait que Ted Ford l'ait recruté à l'époque. Et comme il est parti en 2019, non, comme il est parti en 2020, Ted Ford, forcément, Jack Henner était sophomore à cette époque. Et c'est certainement ça qui a permis aux Bulldogs de garder un très très bon quarterback. Maintenant, d'un point de vue sportif, Ryan, toi, t'en penses quoi de ce quarterback Jack Henner? Mais moi, je l'adore. Je suis dans le wagon. Je vais pas faire le mytho, hein. Vous savez que je suis toujours très honnête avec ça. Moi, Jay Kenner, je le connaissais pas du tout. Je l'ai vu l'an dernier jouer donc à Fresno et je me suis dit, mais putain de bordel de merde, c'est qui ce type? Je l'ai trouvé juste trop fort. Je trouve d'ailleurs que, selon moi, hein, c'est une erreur d'être resté une année de plus parce que quand on voit la faible QV des quarterbacks qui sont partis en NFL cette année, je pense qu'il avait vraiment une carte à jouer. L'an prochain, il va y avoir énormément de monde qui va se présenter. Donc, pour rester en fait dans le haut du tableau, il va falloir qu'il nous refasse une saison extraordinaire, hein, parce que ce qu'a oublié de dire Gus, c'est que sur ses 4096 yards, 33 TD et 9 inter, il a joué quasiment la moitié de la saison en étant blessé. C'était vraiment le guerrier de Fresno l'an dernier. Donc, moi, personnellement, j'adore. À côté de ça, Gus, on a une jolie escouade de wide receiver qui est de retour pour aider justement Jake Kenner à refaire une belle saison avec notamment le trio, donc Jalen Cropper, Josh Kelly et Zane Pope, en sachant que le premier a fait une saison à 899 yards et 11 TD. Le deuxième, 778 yards et 3 TD. Et enfin, Zane Pope qui fait 471 yards et 4 touchdowns. Et je m'arrête sur ces trois-là. Il n'y a pas un receveur qui se démarque particulièrement, mais tu en as trois qui ont été très prolifiques et c'est encore mieux que d'avoir
un go-to guy, un très très bon receveur. Ça veut dire qu'il aura trois cibles plus que fiables pour lancer, et ça, c'est quand même excellent. Et ils sont aussi allés chercher, je ne sais pas si vous vous rappelez de Nico Remigio de California, bon, qui était un petit peu rentré dans le rang là, ces dernières années, mais qui était le meilleur receveur des Golden Bears en 2019. Au niveau du running back, et là aussi, c'est une petite légende du programme. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le meilleur coureur de l'histoire de Fresno State. Tu as le retour de Jordan Mills, qui en 2021 nous sort une saison à 1034 yards et 10 touchdowns, et qui est lui titulaire depuis 4 ans. Euh, voilà, ça c'est vraiment, vraiment cool. Surtout que bah, devant lui, tu auras 4 starters sur la line de retour, dont le left tackle et le centre. Ça, c'est parfait pour garder tes habitudes et tout sur les snaps. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et c'est vraiment anecdotique, mais c'est vraiment drôle. Ils sont allés chercher en JUCO un mec qui s'appelle Anthony La France. J'ai vu ça là sur des previews sur Internet. Il fallait que je le cite parce que je trouve ça Ça, plutôt marrant. ça, Gus, il adore, il l'a déjà noté dans son Dans ma all-name team. All Name Team. Donc voilà, pour résumer, bah, c'est une attaque qui a perdu quasiment personne. Ah non, non, je suis con. J'ai oublié quand même de parler du nouveau coordinateur offensif, qui est Kirby Moore, qui est l'ancien pass game coordinateur et le coach des receveurs. Et lui, il est là depuis 10 ans, hein. Il était là sous Ted Ford à l'époque. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Tu gardes un mec qui connaît très, très bien la fac. Ah bah on reste toujours sur ce délire de continuité, Gus. En défense, bon, c'est pas trop pareil au niveau du poste de coordinateur défensif, puisqu'ils accueillent Kevin Coyle, un ancien analyste défensif de LSU. Je sais pas si tu le connais, moi je sais que je connais pas tous les analystes de Notre-Dame, donc tu as Oh, un mot à dire sur j'avoue lui? que Ouais, c'est pas grave. franchement, il y a les armées d'analystes là dans les grosses facs, c'est les mecs qui Non, mais de toute ont façon, des 20, 30 analystes, tu dis ok, non, d'accord. mais vous savez comment ça se passe, les grosses facs qui ont beaucoup de moyens ont beaucoup d'analystes, et ces analystes, un jour, bah, ils partent prendre un poste de position dans des grosses facs. Tu vois, tu peux passer d'analyste à coach de linebacker, mais dans des facs comme Fresno, bah, tu passes directement à coordinateur défensif ou coordinateur offensif. Et ça, c'est des moves qui sont quand même plutôt courants. Il va avoir une défense qui était excellente en 2020, 2021, bien qu'on n'en ait pas parlé. Jake Henner oblige, qui était la 20e meilleure du pays en nombre de points encaissés par match. Ils en ont encaissé seulement 21 à l'ère bah, des 2 dernières décennies enfin, de la dernière décennie qu'on a connue, et celle qui arrive, c'est peu, 21 points. Il aura une défense en 4-2-5. Alors là, je ne vais pas vous citer beaucoup de joueurs. Juste sur la D-line, David Perales et Leonard Payne Jr. Perales, il est à 13 plaquages pour perte et 7 sacs en 2021. Et chez le linebacker, il voit l'arrivée de Raymond Scott du USC, encore une fois une bonne recrue, mais qui quitte les Trojans. Et le meilleur joueur de cette défense, ou du moins leur capitaine, c'est Evan Williams, un safety qui nous a sorti une saison à 92 plaquages et 3 interceptions. Euh, voilà, ce sera lui un petit peu le capitaine du navire. Au niveau du calendrier, alors déjà, moi je le trouve très sexy ce calendrier parce qu'ils vont affronter 2 équipes de Pac-12, Oregon State et USC. Oregon State, pas besoin de vous présenter, en plus ils vont les accueillir, ça c'est cool, qui nous a sorti une très très bonne saison en 2021. Et ils se déplaceront au Coliseum à USC pour leur troisième rencontre. Attention USC, attention, là ça pue l'upset à plein nez. J'aimerais vraiment que ça arrive de mon côté, mais ça c'est parce que je suis un hater de USC. Alors après, évidemment, il y Charlie va aura, slider dans tes DM, t'es dans la merde, man. il y aura 2 cupcakes face à Yukon et Cal Poly. Ce sera des victoires, bien évidemment. Et puis après, ça enchaîne sur 7 matchs de Mountain West: Boise State, San Jose State, New Mexico, San Diego State, Hawaii, UNLV, Nevada et Wyoming. L'objectif, il est clair, c'est remporter la Mountain West. Faut pas aller plus loin, faut pas aller chercher un bol du Nouvel An parce que c'est pas possible. Faut pas se dire qu'une bonne saison, une bonne saison en fait en allant pas en finale sera une bonne saison. Moi, je pense qu'ils peuvent y aller. Je pense que c'est une meilleure équipe que San Diego State, leur principal concurrent pour atteindre la finale.
Maintenant, la cerise sur le gâteau, ce serait une victoire face à Oregon State et USC, ce dont ils sont largement capables. Et du coup, tu les vois à combien du coup? Allez, je les vois à un petit 9-3. 9-3, 10-2, 10-2, je serais très content. Ouais, moi, tu vois, c'est exactement la même chose. J'attendais que tu donnes ton chiffre, mais moi, je suis peut-être un petit peu trop hype par Jake Kenner parce que je l'adore. Mais je les vois bien sur un petit 10-2, tu vois. Un petit 10-2 avec, bah, du coup, les matchs, tu les as déjà décryptés mieux que moi, hein, mais 10-2, je pense que c'est réalisable, quoi. Avec l'effectif, le talent qu'ils ont, je pense qu'un 10-2, c'est jouable. Faudrait que je pense que c'est ça l'objectif à se fixer. Et ouais, victoire de Mountain West, quoi. Bon, bah voilà, on a terminé ces deux previews. Évidemment, Mountain West, c'est des matchs que vous retrouverez sur la Fox, donc pas sur l'ESPN Player. Il faudra aller chercher des sites de streaming pour la plupart d'entre vous, mais ça vaut vraiment le coup cette année de regarder Fresno, ça je peux vous l'assurer. Et puis, si vous avez besoin de sites de streaming, n'hésitez pas, un petit DM, parce qu'on va quand même pas promouvoir ça sur les réseaux, mais un petit DM, et voilà, ça passe. Ou sinon, vous rejoignez notre Discord et là, il y a tous les liens pour regarder les matchs de college football. Exactement. Ça, c'était de la promo. Ça, Bon, allez, c'était. sur ce, T'as vu? Incroyable. allez, salut à tous. Ciao tout le monde.